Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Les entreprises qui arrivent sur les marchés, est-ce qu'elles sont intéressées de desservir une gare comme la gare du Creusot? Oui, ils ont des logiques privées. Et voilà, des logiques privées, de bénéfices. Donc ce qui les intéresse, c'est les lignes rentables en priorité. SNCF normal, SNCF réseau, SNCF immobilier. Comme c'est une religion dans la tête de nos dirigeants, il faut poursuivre parce que ça va fonctionner. Or, ça ne fonctionne pas. Le meilleur, c'est l'exemple de la privatisation du rail au Royaume-Uni. Oui. Et d'ailleurs, ils sont revenus Qui renationalise en ce moment en plus. Les prix des billets ont augmenté de 115%. 115%. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Instant Porcher. Avec tous les discours qu'on entend autour de nous, notre meilleure arme, c'est de les connaître et de les comprendre. L'extrême droite, aidée par des médias financés par les milliardaires, cherche à imposer sa vision en muselant la diversité des voix et en bafouant le pluralisme. Pour riposter, le média lance Riposte, une campagne citoyenne cruciale pour bâtir une chaîne d'information indépendante et populaire sur les réseaux sociaux. Et la TNT francilienne, nous voulons porter les voix qui dérangent, celles qu'on ne veut pas entendre ailleurs. Cette bataille pour la démocratie nous concerne tous. Rejoignez-nous et soutenez la riposte sur campagne.lemediatv.fr. Bonjour Thomas. Salut Lisa. Alors avec toi aujourd'hui au programme, la concurrence arrive à toute vitesse face à la SNCF et la loi agricole soutenue par la FNSEA est passée au Sénat. C'est parti. Des trains arrivent pour concurrencer la SNCF. On nous promet la révolution et le toujours moins cher, mais fonce-t-on plein dans la catastrophe industrielle? Cette semaine, Velvet, une filiale privée, a dévoilé son TGV pour desservir l'ouest de la France, Paris-Bordeaux, Nantes, Angers, Rennes. Velvet dit venir enrichir une offre car les voyageurs peinent à trouver des places. Et Velvet a commandé des trains à Alstom. Quelques jours avant, on apprend que Paris-Marseille n'est plus le monopole de la SNCF. Ce mois de juin est marqué par l'ouverture à la concurrence de l'Axe. La compagnie italienne Trenitalia propose donc aussi ces trajets. 27 € à Paris-Marseille pour l'inauguration, c'est un record comparé au prix de la SNCF. Et dans le Figaro, on dépeint des voyageurs conquis et un service au top. Tout cela marque surtout des nouvelles étapes dans l'ouverture à la concurrence. Et dans les reportages, on présente cette concurrence comme une opportunité pour baisser les prix et améliorer la qualité du service pour attirer les clients parce qu'on va être le plus attractif. Thomas, est-ce que toute cette ouverture à la concurrence, là, c'est la solution? Alors déjà, ce qui est assez intéressant, c'est ce que tu as rappelé en citant le prix du train et en disant que le Figaro était content. C'est que quand vous pénétrez un marché, vous avez déjà un opérateur qui est là. La SNCF, elle est là, elle s'est développée dans un cadre qui est idéal, c'est-à-dire monopole et public, et vous avez des opérateurs aujourd'hui qui viennent la concurrencer sur les lignes. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes ce type d'opérateur? Vous proposez un service supplémentaire, par exemple en première classe, quelqu'un vous accueille, vous avez un petit chariot avec des aliments à manger, vous avez des prix attractifs pour la seconde classe, et vous faites ça pour gagner des parts de marché. Et dès que vous avez ces parts de marché, et que vous les avez gagnés, vous n'avez plus vraiment d'intérêt à faire ça. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous enlevez les services petit à petit ou vous remontez les prix. C'est un peu ce qu'a fait Uber pour prendre des parts de marché au taxi. Souvenez-nous, au début des premiers Uber, il y avait la petite bouteille d'eau, il y avait le chauffeur habillé en costume qui vous ouvrait la porte, tout le monde trouvait ça génial et c'était moins cher que les taxis. Puis après, tout ça, ça s'est arrêté, les prix ont augmenté et aujourd'hui, on est sur des offres qui sont parfois similaires. Donc, il faut vraiment se méfier de l'arrivée d'un concurrent sur un marché qui veut prendre ses parts de marché et qui va volontairement baisser les prix. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, c'est, comme tu l'as dit, c'est l'ouverture à la concurrence de la SNCF. La SNCF, en fait, c'est une société publique, 100% publique, qui appartient à l'État. Et la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de cette SNCF? Est-ce qu'on veut faire en sorte qu'elle desserve les territoires et donc qu'elle concurrence la route et que ce soit un levier de la transition écologique? Ou est-ce qu'on veut créer de toutes pièces, pour des raisons plutôt théoriques, portées également par la Commission, un marché concurrentiel du rail? Et dans ce cas-là, on fait ce qu'on a fait avec la SNCF depuis longtemps, c'est-à-dire qu'on la casse en plusieurs entités, SNCF normal, SNCF réseau, SNCF immobilier, SNCF et j'en passe et des meilleurs. Là, sur le cas de l'arrivée à la concurrence, SNCF réseau est contente de louer son réseau, mais SNCF société mère est très fâchée qu'elle ait un concurrent. Donc vous voyez, on fait en sorte de casser ce monopole public pour qu'il ressemble à un marché concurrentiel. Et au final, on est au milieu d'une stratégie qui va faire quoi? Qui va être un prétexte supplémentaire pour casser les statuts un peu plus protégés des cheminots qui ont déjà été bien cassés. Oui, puis tout ça, c'est des solutions, quand on parle des prix, etc., c'est des solutions à court terme, ça va faire pire que mieux au final. Oui, moi je pense qu'à la fin, tous les prix vont se rééquilibrer parce que, vous savez, on va passer en fait de ce que les libéraux détestent, c'est-à-dire une rente de monopole public
à une rente d'oligopole privé. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir 100 entreprises, vous allez en avoir quelques-unes, et au bout d'un moment, les prix vont se réaligner, il y aura cette espèce de concurrence factice, un peu comme dans la téléphonie mobile pendant très longtemps avec les 3 grands opérateurs, SFR, Bouygues et Orange, qui avaient des prix quasiment similaires. Donc au début, bien sûr, les prix diminuent, mais après, ils vont augmenter. Et moi, ce que j'ai peur, c'est que tout ça affaiblisse notre société publique, qui est la SNCF, et qu'après, les entreprises qui arrivent sur les marchés, est-ce qu'elles sont intéressées de desservir une gare comme la gare du Creusot ? Ça les intéresse moins. Là, la SNCF, elle a un rôle effectivement c'est une société publique qui doit générer du bénéfice. Hein. Est-ce que ça, c'est une question qu'on doit se poser ? Est-ce que c'est le rôle d'une société publique de générer comme ça, de s'équilibrer, pourquoi pas, mais de générer des bénéfices Mais surtout, elle a aussi un rôle parfois de service public. Donc, elle est au milieu du gué. Moi, je pense que normalement, quand on a une société publique, ça doit être un service public. Or, aujourd'hui, c'est moins des usagers que des clients. Mais quand même, sur certaines gares, sur certaines dessertes, on les conserve encore, et en se disant que, il y a quand même des gens, même si c'est pas rentable, c'est sur un tracé, donc on conserve cette gare-là. Là, les concurrents ne seront pas tentés de le faire. Oui, ils ont des logiques privées. Et voilà, des logiques privées, de bénéfices. Donc, ce qui les intéresse, c'est les lignes rentables en priorité. Et sur ces lignes rentables, parfois, on peut faire sauter des arrêts parce qu'il n'y a pas de rentabilité. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'au final, ça affaiblisse le rail. Et quand ça affaiblit le rail, on sait ce qui prend le relais, c'est le transport routier qui, lui, est, en termes d'émissions de CO2, est largement au-dessus du rail. Puis, est-ce que les consommateurs vont vraiment ressortir gagnants, comme on l'entend dans les reportages, en disant c'est moins cher, c'est super bien, etc. Parce que si c'est que le privé, si la SNCF est affaiblie, elle aura beaucoup moins de pouvoir, le privé va prendre la main dessus et va pouvoir mettre les prix qu'il veut. Il faut sortir des logiques théoriques. La logique théorique, c'est quand vous avez plusieurs opérateurs, les prix baissent. Alors, on a l'exemple, pour moi, qui a été le meilleur, c'est l'exemple de la privatisation du rail au Royaume-Uni. Et d'ailleurs, ils sont revenus qui renationalise en ce moment, en plus. Tout à fait. Et en fait, le rail au Royaume-Uni, vous avez une centaine de compagnies. Une centaine. Donc là, on a une vraie concurrence. Et bien, figurez-vous que quand elle était portée vraiment par la Commission comme un exemple à suivre, on a regardé, eux, ils ont libéralisé, ça marche. Entre 1995 et 2015, en 10 ans, les prix des billets ont augmenté de 115%. 115%. L'investissement a baissé dans les réseaux. Et la majorité des usagers ont dit qu'ils regrettent la privatisation. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui ils renationalisent. Donc en théorie, vous dites il y a 100 opérateurs, les prix vont baisser. En pratique, ils ont augmenté. Vous voyez, donc il faut faire très attention à ça. Donc rien ne dit que les prix vont diminuer. Et sur l'énergie, en France, et au Royaume-Uni c'était pareil, mais en France, souvent les autorités ont engagé les gens à quitter les opérateurs historiques comme EDF pour aller sur des offres de marché en leur garantissant que les prix avaient baissé, manque de peau, ils ont augmenté. Et aujourd'hui, on voit que les Français sont encore très attachés à leur opérateur historique EDF. Donc il faut faire attention avec ces promesses qui ne fonctionnent pas forcément tout le temps. La vraie question de fond, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de cette entreprise ? Est-ce que c'est un levier de transition écologique ? Et dans ce cas-là, on développe le rail massivement, et même en Europe. Vous savez, en France, sur certaines lignes, le train est beaucoup plus intéressant que l'avion. Parce qu'il fonctionne bien. Vous regardez par exemple l'Eurostar a beaucoup concurrencé l'avion pour aller au Royaume-Uni, c'est une bonne chose. En Europe, le train devient beaucoup plus cher, 2,5 fois plus cher que l'avion. Là, il y a une vraie question européenne. Est-ce qu'on ne peut pas faire de la mobilité européenne pour les jeunes, etc., un vecteur de la transition écologique ? Et dans ce cas-là, il faut mettre de l'argent pour créer des interconnexions. Il faut aussi investir, par exemple, dans la recherche. On a un train à grande vitesse. Mais peut-être qu'on pourrait encore faire mieux et avoir des temps de trajet encore plus courts sur des distances parfois, je sais pas, à Paris-Budapest, on pourrait peut-être réduire les temps de distance, les diviser par 2. Et donc là, on concurrencerait très fortement l'avion. Et vous voyez, on est capable de mettre 200 milliards sur des plans sur l'IA. Et là, sur le train, ce qui servirait concrètement à tout le monde pour voyager, pour voir des choses sans impact, avec un impact carbone très faible, il y a peu de choses qui sont faites en réalité. Surtout que ces compagnies privées ou internationales, parce que le cas de Trenitalia, c'est une compagnie italienne, vont bénéficier des investissements publics français, je pense au rail, à l'entretien, etc., mais vont privatiser les profits. C'est une logique qu'on retrouve souvent, Bien sûr. Bien sûr, elle bénéficie de tout ce que SNCF Réseau a et a hérité en tant qu'investissement, et elle profite du tronçon. Alors elle paye un péage, elle paye quand même un péage. C'est pour ça que SNCF Réseau est content qu'il y ait plus de gens, que ces rails soient beaucoup plus utilisés pour qu'on leur paye un péage. Mais la vraie question de fond, c'est ça, c'est comment une entité qui était une seule entreprise, SNCF, a pu se transformer en plein de petites entreprises qui sont capables de se faire de la concurrence entre elles. Donc en fait, tout ça, au final, affaiblit la SNCF. Et d'ailleurs, même,
affaiblit la SNCF et les statuts qui ont déjà été très critiqués des cheminots dans les médias. À chaque fois qu'il y a une grève, on dit « Ah, mais les cheminots, ils ont ci, ils ont ça ». Bon, bah là, on est sûr que les emplois qui vont être faits par les concurrents ne vont pas être au statut de cheminots. D'ailleurs, c'est ce que préconisait en partie le rapport Spinetta, c'est-à-dire qu'on garde le statut quelques mois et puis après, c'est parti. Parce que leurs économies, elles vont les faire où? Elles vont les faire sur les salariés. C'est tout, comme d'habitude. Donc, moi, ça va affaiblir notre société nationale et c'est le seul projet qu'on lui offre et c'est en cela, en fait, que c'est très critiquable. Et qu'est-ce que devrait faire l'État? Même si là, on sait que le projet d'Emmanuel Macron, lui, l'ouverture à la concurrence, c'est complètement dans ses idées. Mais qu'est-ce que devrait faire un État, là? J'essaierai d'accélérer cet héritage que nous avons d'être un des pays où le rail est le plus développé. Alors, quand je dis ça ne veut pas dire qu'il y a des centaines de kilomètres de rails qui ont été supprimés, de gares qui ne sont plus desservies, etc. Et c'est ça, en fait. C'est comment on fait de cette SNCF un vecteur de la mobilité sans émission de carbone. Et on le voit très bien que partout où vous avez des transports du rail qui fonctionnent bien, vous avez la route qui est attaquée. La ligne 14 qui va à Orly, qui fonctionne très bien, etc. Tout de suite, la route, il y a moins de taxis, etc. Quand vous avez des lignes qui fonctionnent bien comme le Paris-Bordeaux, tout de suite, vous pouvez facilement interdire des lignes aériennes, ça fonctionne très bien. Donc la vraie question, elle est là. La mobilité est importante. Elle est importante pour tout le monde. 85% des gens qui partent en vacances, il y a une grosse partie qui ne partent pas, partent en France. Et donc, pour éviter qu'ils prennent la voiture, il faut qu'ils aient une mobilité qui soit parfaitement adaptée. La mobilité du rail en est une. Et pareil, après, au niveau européen, vous avez une grosse partie des jeunes qui font des études, qui vont étudier parfois à l'étranger. C'est une très bonne chose en Europe, notamment les projets Erasmus, etc. Et il faut absolument que le rail puisse concurrencer également l'avion. Ce qui n'est pas le cas en termes de temps, mais aussi en termes de prix. En termes de prix, c'est toujours beaucoup plus cher. Voilà. Et là, il faudrait, au-delà de la France, qui est un grand projet européen, pour éviter que chacun fasse payer ses péages parce qu'il veut les faire payer pour gagner plus d'argent, qu'il y ait des manques de coordination qui rendent les voyages beaucoup plus compliqués. Et là, il y a un vrai levier, encore une fois, de baisse d'émissions de CO2 et qui ne soit pas sacrificiel. Parce que vous conservez le voyage, vous conservez la facilité de mobilité avec une infrastructure adaptée. Et ça devrait être ça l'enjeu, en fait. Ça devrait être ça. Parce que l'ouverture à la concurrence, là même avec des compagnies, la compagnie espagnole, la compagnie italienne, etc., c'est quelque chose qui est sous l'impulsion de l'Union européenne. Alors c'est sous l'impulsion de l'Union européenne, mais c'est aussi décidé par un certain nombre d'États qui partagent. Parce que finalement, ce que fait la Commission, c'est un peu ce que veut une partie. Oui, c'est le reflet. Voilà. Je pense qu'Emmanuel Macron aurait libéralisé, aurait ouvert à la concurrence la SNCF. Soit quand on ouvre à la concurrence, derrière, il y a une volonté. Quand on ouvre à la concurrence, il y a une volonté de faire une entreprise publique, même si elle est publique, qu'elle se comporte comme une entreprise privée. On le rappelle, la SNCF, son rôle n'est pas que de délivrer, finalement, de faire voyager des gens en France. C'est une société qui exporte. C'est une société qui a 1000 filiales dans 100 pays. 1000 filiales dans 100 pays. Donc c'est une entreprise publique qui se comporte comme une entreprise privée, qui va essayer, avec une direction parfois qui peut s'en prendre au statut des cheminots, et puis qui va être capable de payer une ancienne ministre, Madame Parly, qui travaille à la SNCF, qui touche 50 000 € par mois. Donc on est vraiment dans les mêmes logiques de communication, de marketing, avec des déterminations de prix en fonction de critères, ce qu'on appelle du yield management, c'est-à-dire quand vous partez en vacances, c'est plus cher, quand il y a beaucoup de monde, c'est plus cher, quand il y a moins de monde, c'est moins cher. Donc on est sur une entreprise publique qui se comporte comme une entreprise privée. Et ça aussi, je trouve, c'est problématique. Aujourd'hui, on devrait avoir plus de lisibilité sur les prix. On devrait faire en sorte, quitte à parfois les subventionner, de faire en sorte d'avoir des prix qui sont beaucoup plus faibles. Et puis, on doit avoir, pour des raisons de service public, des délivrements de gares, même s'il y a moins de monde, juste parce que c'est important. Voilà. La loi pour simplifier l'agriculture française, dite loi Duplon, a été validée au Sénat avant un ultime vote à l'Assemblée nationale ce mardi 8 juillet. Réintroduction dérogatoire d'un pesticide interdit en France, relèvement des seuils d'autorisation environnementale pour les bâtiments d'élevage, facilitation des constructions relatives au stockage d'eau. Ces mesures de simplification sont portées surtout par la FNSEA et la coordination rurale, aux grandes dames de la Confédération paysanne et de la gauche et des écologistes qui fustigent une loi qui, selon eux, va à contresens des enjeux agricoles et paysans. Thomas, est-ce que réintroduire un pesticide ou autre simplification de cette loi dont je viens de parler vont vraiment régler le problème de fond économique de l'agriculture française là ? Absolument pas. Enfin, en fait, on est déjà dans cette dynamique depuis un certain nombre d'années. C'est quoi, c'est des pansements ? C'est des pansements. De toute façon, dans tous les domaines,
à partir du moment où vous êtes ouvert en concurrence avec l'international, où vous n'avez pas les mêmes normes sociales, vous n'avez pas les mêmes normes environnementales, quoique certains pays, même dans l'Europe, ont des normes parfois environnementales plus élevées dans l'agriculture que nous. Mais quand vous êtes dans cette logique, la solution proposée par les représentants du patronat ou les représentants des grandes la FNSEA, c'est toujours d'avoir moins de réglementation, de baisser les cotisations, de baisser le coût du travail. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Donc tant qu'on ne sortira pas de ce cadre-là, on ne pourra pas faire autre chose que ça. Et il est vrai qu'aujourd'hui, l'agriculture est en concurrence avec des pays émergents, avec des gens qui produisent beaucoup plus. Les traités de libre-échange et même la conception en elle-même du marché unique facilite cette mise en concurrence avec les agriculteurs, ce qui explique qu'ils ont augmenté ces dernières années avec des intrants, avec de la mécanisation, leur productivité, mais qu'ils n'en ont pas vu pour eux une amélioration très claire de leurs revenus. Donc il faudrait peut-être revenir là-dessus, peut-être se dire que le but de notre agriculture ne doit pas être mise en concurrence avec d'autres et son but ne doit pas être que d'exporter vers l'étranger où ils ont de moins en moins de débouchés, mais de revenir sur des besoins on va dire dans un cadre beaucoup plus fermé et de faire en sorte que la qualité de des produits délivrés augmente. Alors là, il faudrait refaire des circuits avec, par exemple, de l'achat public, etc. etc. Mais la solution d'aller toujours vers plus d'internationalisation, donc plus de compétitivité, donc moins de réglementation, ça ne va pas résoudre le problème de fond des agriculteurs et ça ne va pas augmenter la qualité de ce que l'on a dans notre assiette au final. Pour toi, c'est quoi le point névralgique du souci économique que connaissent les paysans là aujourd'hui ? Tu l'as dit, la concurrence internationale, mais il y a vraiment, j'ai l'impression qu'on s'embourbe dans un modèle qui fonctionne pour certains, mais qui est en fait pas viable du tout. Pour moi, il n'y a pas de projet au final. Il n'y a pas de projet. En fait, à l'après-guerre, il y a eu un projet vraiment de pouvoir avoir une souveraineté alimentaire. Et pour cela, il y a un certain nombre de prix qui ont été décidés de manière politique pour que les agriculteurs aient une visibilité et qu'ils puissent avoir des investissements qui soient rentables sur plusieurs années. Et puis après, une fois que nous avons atteint cette souveraineté, beaucoup de gens se sont dit il peut y avoir des débouchés à l'extérieur. Donc on a ouvert à la concurrence internationale. Au début, il y avait des débouchés dans les pays africains notamment, un peu en Europe. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez d'autres pays émergents d'Amérique latine et d'ailleurs qui ont une agriculture extrêmement productive et qu'aujourd'hui ils nous prennent des parts de marché et ils ont moins besoin de notre agriculture également. Et donc là, il faudrait peut-être repenser ce modèle, c'est-à-dire est-ce que la finalité c'est toujours être plus compétitif pour essayer de prendre des parts de marché comme on peut l'être sur d'autres secteurs, ce que nous n'arriverons pas à faire. Faut être très clair, ce que nous n'arriverons pas à faire. Nous n'avons pas les mêmes normes sociales et environnementales de manière générale. Donc on ne pourra pas le faire. Donc la question de fond, c'est quel projet on offre aujourd'hui à l'agriculture française. Est-ce qu'elle peut continuer à vouloir être plus compétitive ou est-ce qu'elle doit monter en gamme, c'est-à-dire être compétitive sur un autre niveau, sur la qualité du produit. C'est ça le fond. Et alors, on va vous dire, oui, mais les Français sont-ils prêts à payer cette qualité, etc. Il faut interroger les gens. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à manger des quantités moins élevées, mais de meilleure qualité. Sans parler de la marge des distributeurs. Sans parler de la marge des distributeurs, etc. Moins cher mais aujourd'hui, à quoi bon de consommer des choses qui, en termes de nutriments, n'ont pas le même impact qu'à l'époque et qui, en termes de qualité, ne sont pas aussi bons. Et ça, c'est une vraie question qu'il faut poser aux consommateurs. Il n'y a pas que la quantité à un prix peu cher qui compte, sachant qu'il y a une grosse partie en plus de ces choses qui ne sont pas achetées, qui ne sont pas consommées entièrement, qui se finissent à la poubelle. Donc il faut à un moment aussi repenser l'ensemble de la chaîne. Mais c'est vrai que ce qui est difficile aujourd'hui pour les agriculteurs, c'est quoi ? C'est qu'ils ont la concurrence internationale, ils ont des prix extrêmement volatiles déterminés sur les marchés financiers. Ce qui veut dire que quand vous voulez faire un investissement, je sais pas moi, dans des infrastructures pour produire du lait, vous avez des prix au début qui sont élevés parce que vous avez une forte demande. Vous dites je fais un investissement que je vais rembourser sur 10 ans. Et puis les prix s'écroulent parce que la production chinoise a inondé le marché et ça tombe. Et que vous dites à ces gens-là, bon, c'est génial, on va en plus signer le CETA pour vous mettre en concurrence avec le Canada beaucoup plus facilement. C'est très compliqué et nous les comprenons là-dessus. Mais en même temps, la finalité, alors moi je comprends à l'instant T que les gens se disent donnez-moi moins de normes, subventionnez-moi, ce qui est déjà le cas. Je comprends ça. Mais la finalité, c'est il faut leur trouver un autre projet que celui-là. Parce que sinon, ça va se poursuivre. Et au final, force est de constater que ces 20 dernières années, ils ne sont pas plus riches, ils ne sont pas plus heureux. Ils ont beau augmenter en productivité, ils ne s'enrichissent pas. Ça, c'est la réalité. Et la deuxième chose, c'est ce qui finit dans notre assiette
et de moins bonne qualité. Voilà, et ça, il faut le dire aussi. Il y a des scandales, les uns après les autres, dont on entend parler, le cadmium, qui se retrouve dans les céréales, que l'on donne majoritairement aux enfants, etc. Ça, c'est des choses, voilà, il faut... les pesticides et les impacts des pesticides, il faut vraiment se poser des bonnes questions. Et pour ça, il faut revoir le logiciel d'ensemble de l'agriculture. Quelle est sa fonction ? Comment on peut la protéger de la concurrence, par exemple? Ça, c'est une chose qu'il faut poser. Et quel circuit on peut organiser dans un espace plus petit? Alors, ça peut être l'Europe ou la France, mais un espace plus petit pour lui permettre de trouver des débouchés. Pendant la colère école, la Confédération paysanne portait une revendication, c'est vraiment sa revendication première, c'était un prix de revient minimum garanti. Qu'est-ce que tu penses de cette solution qui a été complètement rejetée par Emmanuel Macron? Ils ont entièrement raison. C'est-à-dire que les prix ne peuvent plus être aussi volatiles et fixés par des forces extérieures. C'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir quelqu'un qui produit un bien dont il ne maîtrise pas le prix. Il faut qu'il y ait un prix qui soit minimum, qui assure sa rentabilité. Et moi, je serais pour qu'on fixe effectivement des prix minimums sur certaines denrées, avec un étiquetage aussi très clair et une qualité en contrepartie de ce prix de revient. Je pense que c'est une bonne chose, bien sûr. La lisibilité sur les prix est extrêmement importante pour un producteur d'aliments, de biens agricoles, complètement, y compris pour un producteur énergétique ou un producteur de matières premières. Et or, aujourd'hui, ces prix sont très volatiles, ce qui complique quand même les choses. Comme le premier sujet, en fait, j'ai l'impression qu'on retrouve les mêmes logiques de ne pas croire et pas protéger le savoir-faire français. C'est ça. On ne veut pas protéger le savoir-faire français. Et il y a une autre idée aussi qui est véhiculée, c'est que la mise en concurrence est une bonne chose. Alors qu'en réalité, on le voit bien dans les deux cas. Dans le cas de la SNCF, la mise en concurrence, à terme, vous allez voir, va affaiblir la SNCF, comme on l'a déjà affaibli avec toutes les réformes pour créer cette espèce de marché, ce pseudo-marché concurrentiel en cassant la SNCF. Et là, c'est pareil pour les agriculteurs. La mise en concurrence a peut-être fonctionné pour nous à un moment. Elle ne fonctionne plus aujourd'hui pour nos agriculteurs. Mais comme c'est une religion dans la tête de nos dirigeants, il faut poursuivre parce que ça va fonctionner. Or, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a une connivence entre la FNSEA et les gouvernements là-dessus. Ils partagent la même religion. C'est la religion de la mise en concurrence. Parce que certains, tu dis que ça ne fonctionne pas, ça fonctionne pour un tout petit pourcentage. Ça fonctionne pour un tout petit, mais qui est très subventionné par la PAC. Oui. Et c'est pour ça que ça fonctionne pour eux. C'est des grosses exploitations qui reçoivent beaucoup d'argent. En étant subventionnés, ça marche pour eux. Mais on retire les subventions, ce serait beaucoup plus compliqué. La FNSEA dit continuez à nous subventionner, ça fonctionne bien. Et puis donnez-nous moins de réglementation pour que ce soit un peu plus compétitif. Donc on se fera un peu plus de marge. Mais ce n'est pas la solution. C'est vraiment pas la solution. Et on le voit bien parce que malgré tout, il y a un problème d'attractivité en France sur les métiers agricoles. Et d'ailleurs, petite parenthèse là-dessus, aujourd'hui, les retraites des agriculteurs sont payées en grosse partie par l'État. Parce qu'il y a un problème démographique, il y a beaucoup moins, il y a 4 fois ou 5 fois moins d'agriculteurs qu'il y a une trentaine d'années. Et donc, c'est l'État qui compense, ce qui est une bonne chose. Mais le gouvernement, quand il parle des retraites et qu'il annonce ce chiffre énorme de déficit, derrière, il s'attaque indirectement à la retraite des agriculteurs. Merci à vous, chez vous, d'avoir suivi cet épisode de l'Instant Porcher. J'attire une dernière fois votre attention avant de se quitter. La situation politique est inédite, historique, et face aux 105 millions d'euros du milliardaire ultra-conservateur Stérin qui veut installer l'extrême droite au pouvoir, le média lance Riposte, une contre-offensive vitale et citoyenne. C'est notre unique chance de bâtir une chaîne d'infos populaire et indépendante, capable de percer sur les réseaux sociaux et sur la TNT francilienne pour donner enfin la parole à celles et ceux qu'on ignore. Ensemble, reprenons le terrain et protégeons notre démocratie. Soutenez-nous sur campagne.lemediatv.fr. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.